Bonjour à tous, bienvenue dans cette 9e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui on va parler de Solana qui est en 14e position dans le top 100 crypto et qui, comme vous le savez, fait l'objet de beaucoup de questions suite au drama de FTX. Allez, on est parti. Alors en une phrase, qu'est-ce que c'est Solana? C'est une blockchain monolithique qui théoriquement doit être la plus rapide du marché. Son objectif, c'est de faire entre 50 000 et 120 000 transactions par seconde. Énorme. Au niveau de l'entreprise, qu'est-ce qu'on a comme personnalité importante? On a Anatoly Yakovenko. Il a fondé l'entreprise Solana, enfin non, il a fondé le nom Solana et la tech en 2017. Et le mainnet a été lancé en 2020. Et il faut savoir que ce gars-là est un ancien des télécoms. Il a bossé chez Qualcomm en tant qu'ingénieur. L'entreprise Solana Foundation et Solana Lab sont basés aux US. Donc Solana Foundation, c'est évidemment à but non lucratif. Le but, c'est de gérer toute la partie administrative, etc. de Solana, le développement, etc. Et le lab, c'est là où sont créées du coup les technologies, les innovations. C'est là où bossent les développeurs. Au niveau de la valeur ajoutée, qu'est-ce qu'il nous propose ce projet? Déjà, c'est une blockchain Layer 1, donc il vient concurrencer un Ethereum. Sauf que à la différence d'autres blockchains, elle le fait en faisant quelque chose de différent d'Ethereum, en utilisant un autre langage et en proposant d'autres choses. Donc quand on parle de structure monolithique, c'est-à-dire que les nœuds et de manière générale la blockchain Solana fait tout d'un bloc, en opposition aux blockchains qui sont modulaires. On en reparlera juste après dans la tech. Point intéressant, c'est une blockchain où la DeFi et les NFT se sont beaucoup développés ces dernières années. Vous voyez beaucoup de projets NFT naître sur Solana, notamment parce que les frais sont très très bas, qu'il y a les transactions qui vont vite, et que ça propose une alternative à ETH qui est particulièrement chère, même si Polygon maintenant propose des choses intéressantes. Au niveau de la tech, on est sur du proof of stake classique, donc la validation des blocs se fait par une preuve de possession des tokens. Il faut donc que les validateurs aient les tokens, les blocs, pour permettre de faire tourner la blockchain, sont rémunérés en conséquence. C'est ce qu'on appelle le stacking. Solana a aussi développé sa propre technologie qui s'appelle le Proof of History, qui est une amélioration du Proof of Stake. L'idée, c'est de réduire le temps de traitement d'une transaction. En fait, pour savoir, enfin, pas juste le temps de traitement, mais le temps pour savoir si la transaction elle est pertinente ou non. On appelle ça l'horodatage, et pour le moment, ça permet de faire 2700 transactions par seconde. On est quand même loin du 50 000 qui est attendu. Donc, quand je parlais tout à l'heure de langage, bien sûr, de technologie monolithique, de fonctionnement monolithique plutôt, c'est pas une technologie, c'est un fonctionnement. Donc l'idée c'est que la blockchain va gérer toutes les étapes, que ce soit l'exécution, les consensus, la disponibilité des données. Tout ça va être fait par les mêmes nodes, validé par les mêmes nodes, ça va être fait par les mêmes développeurs, donc il faut des développeurs full stack, et on n'a pas du coup de partenariat avec d'autres entités ou quoi qui vont proposer une partie des fonctionnalités. C'est vraiment cette blockchain là, elle fait tout. Au niveau du langage, du coup, un point effectivement pour marquer la différenciation avec ETH, on ne travaille pas sur du Solidity, on travaille sur du Rust, qui est un autre langage qui a priori est plutôt apprécié, qui est plutôt solide et efficace. Maintenant, ce qu'il faut savoir sur le token et la tokenomique. La supply totale, 550 millions qui apparemment sont libérés. Ça cause une inflation, donc on n'a pas de supply max. Pourquoi? Parce que du coup, le fait de devoir payer les mineurs et que toute la supply a été émise, on a une inflation qui se crée. Donc ça veut dire que tous les mois, tous les ans, vous avez plus de tokens qui sont émis pour payer les validateurs. A savoir que pour compenser un peu ça, on a un burn qui est de 50% des frais de transaction. Le truc, c'est qu'évidemment, avec des frais très bas, comme le propose cette blockchain, il faut énormément de transactions pour avoir un burn qui soit intéressant, qui vienne un peu compenser l'inflation. En l'état, on a plus d'inflation que de burn, donc on a une tendance inflationniste, on a tendance à avoir plus de tokens, ce qui à mon sens est plutôt une mauvaise nouvelle, en tout cas quand on veut holder du token, parce que ça veut dire que au fil du temps, le token, s'il ne se passe rien sur le marché, mécaniquement perd de sa valeur. Donc ce que vous avez en portefeuille perd de sa valeur. Bien évidemment, les variations du marché l'ont montré là, elles ont plus d'impact. Mais voilà, c'est une mécanique qui ne me plaît pas. Au niveau de la répartition, on voit que c'est la fondation qui a l'essentiel des tokens, à savoir que lors de la recherche des chiffres, il manquait un petit pourcentage, une dizaine, douzaine de pourcents. Du coup, vu qu'on ne sait pas où ils sont, je pars du principe qu'ils sont à la fondation. La team a reçu 12,5 et de manière globale, les 20 investisseurs ont presque 30%, c'est 27. Le tokenissaire, de façon très classique, a payé du coup les gas fees, comme on l'a dit, la moitié son burn. La gouvernance classique pour les décisions
prendre concernant la direction du projet, et bien évidemment la validation du proof of stake, donc le stacking dont on a parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir sur le stacking, il y a 1500 validateurs, ce qui est bien, ce qui est rassurant, sauf que 60% de la supply, donc 60% des jetons, sont répartis dans 10 wallets. Ça veut dire qu'on est en fait hyper centralisé. C'est-à-dire qu'on a 10 nœuds qui en fait valident l'essentiel des transactions. Ça c'est un gros problème. Donc qu'est-ce qu'on sait d'autre? C'est qu'en fait il n'y a pas de minimum pour être validateur, c'est-à-dire que vous pouvez être validateur avec un seul token, mais les autres critères sont super élevés. En fait il faut une tech derrière, il faut des dispositifs. En fait c'est trop. Et les gens du coup peuvent pas être validateurs. Ce que dit Anatoly par exemple, le fondateur, c'est qu'il faudrait un centre de traitement pour pouvoir être validateur. Tellement il faut un truc, enfin tellement les critères pour être validateur au niveau de l'infrastructure que vous avez sont importants. Ça mène du coup à beaucoup de délégations. Ça veut dire que moi, si j'ai envie d'être validateur sur Solana, moi je vais acheter des tokens et en fait je vais les stacker sur une plateforme qui existe déjà. Je vais les donner à Binance par exemple et je vais leur dire bon, bah, voilà, je vous les passe, vous les stackez et puis vous me passez les rendements quoi. Hein. En gros c'est ça qui va se passer, l'essentiel du temps, et c'est aussi ce qui va mener à cette très forte concentration. Donc pour conclure l'analyse fondamentale, j'ai fait une répartition de ce que j'appelle les forces et les faiblesses, et je commence tout de suite du coup avec le fait qu'ils ont 334 millions de cash hein, du coup, qui ont été levés, que ce soit lors des ICO, donc les préventes du token, ou les venture capital, donc les levées de fonds auprès de fonds d'investissement ou d'entreprises. Deuxième point, qui entre de deux côtés, ils sont non-EVM compatibles, donc pas avec ETH. C'est à la fois bien parce que du coup c'est une vraie différenciation. On propose autre chose que ETH, on propose une alternative, et on ne fait pas exactement comme eux. Par contre, du coup, on ne communique pas avec eux. Ça, le point négatif, c'est que du coup, il n'y a pas de possibilité de faire des ponts. On sait maintenant qu'il y aura des blockchains qui vont tenter de créer des dispositifs de communication, donc les layers 0 et les blockchains d'interopérabilité. Mais l'idée de base, c'est non, nous, on ne veut rien avoir à faire avec ETH. Au niveau de l'écosystème, il est très développé, donc ça c'est quand même quelque chose d'agréable. Il y a beaucoup de gens qui vont dessus, il se passe plein de trucs, on a vu l'évolution de la DeFi, etc. Il y a une grosse communauté qui soutient le projet, que ce soit au niveau des développeurs ou au niveau de la communauté d'utilisateurs, donc ça c'est des bons points. On est sur une des plus grosses blockchains au niveau des NFT, elle était rentrée dans le top 3 cette année, donc il y a vraiment pas mal de projets qui se développent dessus. Malheureusement, un des plus connus, ça a été Stepn. Alors, c'est pas exactement un projet NFT, mais un des gros projets, ça a été Stepn cet été, enfin, cet été, qui s'avérait être quand même un projet plutôt. Je développerai pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils veulent faire venir les fonctionnalités des paiements sur le blockchain. Ils ont un lien important avec USDC. Je ne sais pas si les deux sont liés, mais en tout cas, les deux existent. Et le partenariat qui est très notable avec une grosse entreprise de la tech que l'on connaît bien, c'est Google. Ce qui est à la fois une super nouvelle parce que giga partenariat, ça donne beaucoup de visibilité, potentiellement beaucoup d'adoption du projet. C'est bon pour l'écosystème en général, même l'écosystème Web3 de court. Le problème c'est Google archi centralisé quoi, et on aime beaucoup moins. Surtout que le stockage aurait migré sur Google Bigtable. Donc là, ça centralise encore plus. Pour moi, c'est un peu un warning quoi. A savoir que d'ailleurs, ils ont prévu de développer du coup encore plus leur partenariat avec les entreprises classiques. Donc on a dit que le fondateur était un ancien de Qualcomm, donc dans la téléphonie mobile, et Solana va proposer sa propre gamme de téléphone avec un partenariat chez Qualcomm. Donc c'est à la fois des super nouvelles et à la fois pas très content. Dans l'ensemble, ils semblent quand même survivre à la chute du FTX, hein. On ira voir le graphique rapidement, ça s'est franchement bien viandé, mais ça a l'air de tenir. À voir quand même. Pour moi, beaucoup de réserves. Au niveau des points négatifs, j'ai bien évidemment parlé de la compatibilité avec Ethereum. Il y a la centralisation, je reviens pas dessus, mais enfin, franchement, c'est abusé à quel point c'est centralisé au final. 10 adresses, c'est ridicule. Les liens avec FTX, hein, même si ça survit, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a potentiellement des retombées pendant encore des semaines, des mois. Donc évidemment, ça inquiète et ça inquiète les investisseurs. Je pense qu'on va pas revenir tout de suite dessus. Ça a coûté bien évidemment beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Il y a eu un gros short suite à la chute. Est-ce que ça a arrêté? Encore une fois, on ne sait pas. Au niveau de la tech et des bugs, on a eu des problèmes, notamment parce qu'en fait les frais sont très bas. Tellement bas que ça a permis d'avoir des comportements négatifs à répétition. Soit des spammers, soit même des bots qui envoyaient beaucoup de transactions sur le réseau et qui n'avaient pas vraiment de but. Et en fait ça encombre le réseau au final.
ce qui a causé un certain nombre de bugs, et notamment on a dû faire des redémarrages sur la blockchain pour un petit peu clean ces problématiques-là. Du coup, entre ça et des problèmes de mise à jour de certains validateurs qui sont hyper importants, on a eu des arrêts à répétition. Je crois qu'il y a eu 7-8 arrêts sur les 2 dernières années. Enfin, c'est un peu trop, quoi. Ça fait pas, ça donne pas confiance. Autre point que j'ai soulevé, alors je sais pas si c'est toujours d'actualité, parce que c'est une information qui était un peu plus ancienne, mais il semblerait qu'il y ait beaucoup de transactions qui échouent. Et je pense que c'est le cas des blockchains qui proposent énormément de transactions par seconde. C'est qu'au final, c'est un peu au prix de la qualité des transactions et des vérifications. Et du coup, on a beaucoup de transactions qui échouent et qui sont relancées. Donc c'est pas forcément très grave, mais ça aussi, je pense que ça pollue le réseau. Et quand il y a beaucoup de gens d'un coup, si vous avez déjà essayé Solana, moi j'ai déjà essayé, il y a des fois où bah, c'est pas très fluide. Et je pense que ça joue, en fait, le fait que les transactions soient pas super bien validées et qu'il y en ait beaucoup qui échouent. Voilà. Ça, c'était quand même un des points, même si c'est pas majeur, c'est quand même un point négatif. Mais ils sont encore en développement. Hein. Voilà, on va leur donner cette carte-là. Ils sont encore en développement, même si ça fait 2 ans et que c'est lancé et que c'est une des plus grosses blockchains de tout l'écosystème. Autre point, dernier point d'ailleurs, une partie importante des réserves de la fondation qui est utilisée de façon un peu non transparente. C'est-à-dire qu'on sait ils ont acheté des choses, ils ont fait des partenariats, ils ont dépensé. Mais comme on l'a vu, la fondation a l'essentiel des tokens et on sait pas trop de quelle façon. C'est-à-dire qu'il y a des tokens qui se baladent à droite à gauche et on n'a pas trop l'info. Théoriquement, on pourrait traquer avec les adresses blockchain, mais je n'ai pas vu d'article qui l'ait fait et personnellement, je n'ai pas pris le temps de le faire. Mais voilà, peut-être qu'on voudrait plus de transparence aussi. C'est ce que je voulais vous dire au niveau des fondamentaux. On va aller regarder rapidement les graphiques parce qu'à titre personnel, je ne souhaite pas acheter de Solana pour le moment. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que bien évidemment, on est redescendu très bas. Et d'ailleurs, c'est sur ça qu'on va se concentrer. Hein. Le reste du graphique, je m'en fous. On est en weekly. Qu'est-ce qu'il y a en weekly que j'ai envie de vous dire? Bah déjà, on est revenu sur là. On est à quoi? 10, 11, donc on est à 14. Donc on est remonté là. C'est les niveaux de mars 2021. Au final, c'est pas si choquant par rapport à d'autres graphiques qui sont aussi descendus très bas. A noter que pour la première fois, on a un RSI qui est passé sous les 30 en weekly. Et ça a mené à une belle hausse. Je crois que c'est un truc de l'ordre de 30 à 40% si on regarde. Ouais, non, que 20 ici. Si on va sur les plus hauts, ouais, 25%. Ok, si on prenait plus là. Mais on voit que le RSI est avant. Bon, c'est un gros symbole. À titre personnel, je vais pas faire une analyse graphique très poussée parce que ça vaut toujours 14. Donc en fait, 14 c'est super élevé. Les prix d'ICO c'était 0,4 dans ces eaux-là. Et on est redescendu, je crois, même un poil plus bas. Ah, 0,97 ici. Ok, donc là on est quand même largement au-dessus de l'ICO. Mais bon, là on est quand même sur des 1$ et on y est quand même resté pendant de nombreuses semaines. On est quand même 14 fois au-dessus de ce prix-là. Certes, c'était un moment. Mais pour moi, ça peut vraiment encore glisser si on a des mauvaises nouvelles. Que ce soit au niveau de Solana, de FTX, des conséquences de FTX, du bear market en général, du fait que bah voilà, il peut y avoir des mauvaises nouvelles, qu'il peut y avoir la Fed qui décide de remonter les taux, etc. Ça risque de glisser. Alors peut-être qu'on a touché un plus bas et que ça va remonter. Moi c'est pas ce que je pense, et donc je ne souhaite pas en acheter. C'est tout ce que je voulais dire sur Solana. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.